Alexandre, j'ai ton thé chaud et ton caf. Il est où? Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, confortablement installés chez vous, devant YouTube, devant Twitch, pour ces grands directs de l'année 2025. Alors vous savez que c'est une tradition, avec tous les élèves de l'ESSEC, ici à Lyon-Villeurbanne, on aime les sensations fortes, on aime vous montrer ce qu'on a appris tout au long de l'année. Enfin, ce sont eux, ceux qui sont derrière les caméras, qui vont vous montrer ce dont ils sont capables. Alors ce matin, pour être plus sérieux, vous avez sans doute entendu parler de la publication d'un rapport parlementaire. Là, on est super sérieux pour démarrer, mais rassurez-vous, on va être un peu plus décontracté tout au long de cette émission parce qu'on va beaucoup en apprendre sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, dans l'art d'une manière générale, avec des propositions pour lutter contre ces dérives. De nouveaux métiers sont en train d'émerger sur les plateaux, comme par exemple coordinateur d'intimité. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout de suite, on va accueillir les premiers invités, mais cela freine-t-il la créativité? Nous en saurons plus avec Rachel Zekri, qui est coordinatrice d'intimité, Bérénice Hamidi, qui est professeure et chercheuse en esthétique et politique des arts vivants, et puis enfin, Cécile Regnault, future référente VHSS. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, violence et harcèlement sexiste et sexuel. Avant de les recevoir, eh bien, je vous propose de nous remettre dans le contexte. Rappelez-vous, le fameux mouvement MeToo, les dénonciations pour commencer, les dérives sexuelles qui ont été mises au jour et la création du métier de coordinateur d'intimité, toute une épopée sur laquelle on revient en images. Regardez juste après les premiers invités. Le cinéma n'échappe pas à la réalité du harcèlement sexuel et du sexisme. La hiérarchie stricte, à travers la figure du producteur et du réalisateur, contribue à maintenir une forme de silence face aux abus. Les femmes victimes de ces violences n'osent pas toujours s'exprimer, redoutant de perdre leur travail ou de subir d'autres violences. 1977, l'affaire Roman Polanski éclate. Il est accusé d'abus sexuels sur mineurs. 1898, Gwyneth Paltrow est la première à évoquer publiquement le comportement malsain du producteur américain Harvey Weinstein. 2007, Tarana Brooke lance le mouvement MeToo pour dénoncer les violences sexuelles, notamment à l'encontre des minorités. 2017, le producteur américain Harvey Weinstein est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle. Les retombées internationales de cette affaire sont majeures. Le mouvement MeToo déclenche des manifestations, des mobilisations sur les réseaux sociaux et des accusations en masse. Après cette affaire, le métier de coordinatrice d'intimité arrive aux États-Unis afin de protéger les comédiens sur les plateaux de tournage. 2019, en France, une formation obligatoire pour les professionnels du cinéma afin d'éradiquer les violences et harcèlements sexistes et sexuels est mise en place. 2023, le métier de coordinatrice d'intimité arrive en France sur les plateaux. 2024, le CNC est pleinement mobilisé en faveur de la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. 2025, une étude faite par toutes les associations de techniciens en France sur les violences et harcèlements sexistes et sexuels constate que plus de 8 femmes sur 10 ont été victimes d'agressions sexistes, soit 85% des femmes. Il y a donc encore des progrès à faire. Oui, il y a encore beaucoup de progrès à faire d'après l'Association française des assistants réalisateurs qui date de février 2025. Donc c'est tout récent. Plus la violence subie est grave et moins les victimes osent malheureusement en parler. Alors afin de prévenir ces abus, de nouveaux métiers émergent sur les plateaux de télévision, comme par exemple le métier de coordinatrice d'intimité. Pour en apprendre plus sur cette profession, eh bien, je vous propose d'accueillir notre première invitée. Il s'agit de Rachel Zekri. Bienvenue Rachel. Bonjour Rachel, bonjour. Bienvenue, merci. Prenez place. Rachel, merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des rares, j'allais dire, coordinatrices d'intimité de notre pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce nouveau job ? Oui, alors en fait, je supervise, on va dire, les scènes intimes.
Donc l'intimité va au-delà du sexe, évidemment, mais en particulier, évidemment, les scènes de sexe simulé. Donc je vais m'occuper d'abord du consentement des comédiens et des comédiennes, c'est-à-dire de bien voir avec eux ce qu'ils sont OK pour faire, pas faire, qu'est-ce qui va se voir à l'écran, qu'est-ce qui ne va pas se voir à l'écran. On va essayer de rentrer dans les détails. Donc je vais les accompagner pour que justement leur consentement soit pris en considération pendant tout le processus, du début jusqu'à la fin. Si je peux intervenir déjà dès le casting, c'est super. Comme ça, ils sont bien prévenus. Et puis après, pendant toutes les répétitions, le tournage, et parfois même en post-prod, pour être sûr que les images tournées correspondent bien à ce qu'ils avaient, ce pourquoi ils avaient donné leur accord au début. Vous êtes devenu incontournable en quelques mois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? J'ai pas fini sur ce que je fais encore. Parce que ça, c'est juste une partie. Oui. Il y a 3 parties, en fait. Donc la deuxième partie, ça va être de chorégraphier les scènes. On va chorégraphier les scènes de sexe. Donc je chorégraphie le sexe. Et la troisième phase de notre métier, ça va être la mise en place des sous-vêtements, caches et barrières qui vont permettre en gros que les parties génitales des comédiens et des comédiennes ne se touchent pas pendant qu'on simule les rapports sexuels. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Alors moi, je suis metteur en scène et je fais de la direction d'acteurs depuis très longtemps. Ça fait 25 ans que je fais de la direction d'acteurs. Je me suis spécialisée il y a une dizaine d'années environ dans la direction d'acteurs en situation de vulnérabilité, comme le handicap, les enfants, etc. Et donc c'était vraiment un processus, un continu dans mon parcours. Que la coordination d'intimité, un parcours logique en fait, une suite logique. Et puis aussi au niveau personnel, j'ai eu une enfance un peu spéciale qui justifie peut-être le fait d'en arriver là à chorégraphier du sexe. Ouais. Donc vous avez des choses à soigner au niveau personnel non, peut-être ? Je me soigne pas du tout. Au contraire, je pense que j'exalte quelque chose, je pense. Enfin, je sais pas si vous voulez le savoir, je vous le raconte, mais... Il y a tellement de questions à vous poser qu'on va aller sur le volet formation, parce que vous êtes formatrice aujourd'hui également. Alors, est-ce qu'il y a des diplômes des diplômes certifiants ? Pas encore. Alors, j'ai été la première formatrice en France de mise en scène de l'intimité. Je ne suis plus la seule maintenant. Et donc, en fait, pour l'instant, il y a surtout des stages qui s'organisent. Le CIFAP à Montreuil, en région parisienne, organise beaucoup de formations en région et en région parisienne. Donc ça c'est moi qui les donne. Et je vais aussi bientôt ouvrir une formation en ligne. Mais évidemment, ça, c'est de l'initiation à la mise en scène de l'intimité. Ça ne certifie pas quelqu'un. Il ne suffit pas de faire ces formations-là pour être coordinatrice d'intimité ou coordinateur d'intimité. Par contre, il va bientôt y avoir une certification qui va être mise en place. C'est la CST qui va s'en occuper, la Commission supérieure et technique de l'image et du son. Et pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Normalement, il devrait publier, rendre officielle cette formation pendant le Festival de Cannes. Combien y a-t-il de coordinatrices d'intimité en France et y a-t-il des hommes ? Alors pour l'instant, dans mes stages, j'ai souvent des hommes. Il y en a toujours au moins 1 ou 2, ce qui est super. Mais pour l'instant, officiellement, qui se vendent comme coordinateur, coordinatrice d'intimité, c'est vrai que pour l'instant, on est beaucoup de femmes. C'est difficile de dire combien, parce que j'ai l'impression que tout d'un coup, ça pousse comme des champignons. Il y a beaucoup de gens qui se disent coordinateur, coordinatrice d'intimité, mais parfois sans formation du tout. Mais disons, dans les officiels qui travaillent professionnellement, je crois qu'on est 4 ou 5. Est-ce qu'il y a des préjugés, en fait, encore aujourd'hui ? Parce qu'on est au début de l'histoire seulement. On est tout au début. Il y a beaucoup de préjugés. Le premier, ça va être qu'on va castrer la créativité des comédiens, on va castrer la créativité du réalisateur. Ça, c'est un gros préjugé. Or, c'est un peu l'inverse, en fait. Parce que les comédiens et comédiennes, quand ils se sentent en sécurité, d'abord, ils sont meilleurs. Ils peuvent penser bien à leur personnage et pas à « oh mon Dieu, est-ce que l'autre il est en train de me tripoter, c'est l'autre » ou « est-ce que c'est le personnage » ou, enfin, ils peuvent bien se concentrer, ils peuvent être meilleurs et ils osent aller plus loin. Parce que très souvent, moi, quand je demande quelque chose, une demande du réal, est-ce que c'est comment c'est pour toi de faire telle ou telle chose, des fois aller très loin, ils me disent si c'est cadré, c'est oui. Et je sais très bien que si c'était pas cadré, s'il n'y avait pas quelqu'un, ça serait non. Donc en fait, en vrai, ils osent aller plus loin, les comédiens et les comédiennes, parce qu'on est là et qu'ils se sentent en sécurité. Dans quelques minutes, on entendra le témoignage d'une comédienne qui va plutôt dans votre sens. Mais si j'ai bien compris, vous intervenez directement sur la mise en scène. Comment vous travaillez avec le réalisateur ? En main dans la main avec le réalisateur. Par contre, c'est elle ou lui qui font les choix. Moi, je propose. Donc j'arrive avec un grand bagage de propositions.
Et après, c'est son film. Donc moi, là, je suis là pour soutenir le projet. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui est là juste pour soutenir les comédiens ou pour protéger les comédiens et les comédiennes. Je me considère vraiment comme quelqu'un qui soutient tout le projet et surtout la vision du réal et la vision artistique du réal. Donc il faut que c'est son film. Donc il faut que ça corresponde à sa vision. Est-ce que certains réalisateurs sont un peu réfractaires ou réticents? Oui. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'on me dise moi, je fais appel à toi parce qu'on m'a obligé, mais ça me fait chier. Bon, alors là, évidemment, j'ai pas travaillé avec. Ah ouais, c'est aussi cash que ça. Oui, oui. Mais dans le contexte actuel, c'est quand même difficile de tenir cette position. Eh ben, il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent. Mais bon, après, normalement, en discutant, justement, ils ont peur qu'on prenne leur place, en fait. Or, moi, je donne pas d'indication de jeu. Je suis là pour toutes les parties mécaniques, je suis là pour chorégraphier mécaniquement, pour que ce soit réaliste, pour que ce soit dans le consentement, évidemment, mais que ça reste justement dans leur créativité. Je travaille avec l'improvisation des comédiens. C'est pas moi, c'est pas une chorégraphie de danse, c'est pas moi qui vais leur dire quels gestes ils vont faire. On va travailler ensemble. Et c'est ça que les réals, je pense, n'ont pas encore compris. C'est que chorégraphier ne veut pas dire que c'est nous qui imposons. On travaille tous ensemble. Donc il y a un vrai protocole entre vous et avec les comédiens. Oui, ensemble, bien sûr. Après, il y a des protocoles d'hygiène, ça c'est encore autre chose, d'hygiène, de protection, etc. Mais dans le travail, je travaille avec le réal et pour soutenir sa vision. Vous allez rester avec nous tout au long de cette émission, Rachel, et vous nous en direz plus, notamment sur les détails et les conseils que vous donnez, parce que vraiment c'est un métier extrêmement concret. On va en savoir plus sur la perception d'une comédienne. Je l'évoquais il y a quelques instants, il s'agit de Loula Coton-Frappier. Elle est notamment connue pour ses rôles de Daphné Lecomte dans la série Scam France, ou encore et surtout dans Clara Royer dans La Nuit du 12 de Dominique Moll. Voici donc son témoignage, et on en parle juste après. Regardez. Oui, j'ai travaillé avec une coordinatrice d'intimité, mais que sur un court-métrage. Et c'était super. C'était trop bien. C'était génial d'avoir quelqu'un qui, en fait, en fait, elle se met tellement pas entre. On entend beaucoup de trucs genre non, mais ça va se mettre entre la technique et l'artistique, ça va être un point difficile et tout. Non, non, c'est vraiment juste quelqu'un qui est là et qui donne des solutions et qui parle à notre place et qui permet de nous écouter. Et c'est super. Ça donne presque un peu une petite plateau, quoi. Quelqu'un qui nous écoute, avec qui on discute des potentiels problèmes, qui se rend compte de ce qu'il y a comme problème dans une scène, qui l'écoute en fait. C'est pas à quelqu'un d'imposer, par contre c'est avec quelqu'un avec qui on va discuter. Et en effet dire ah mais attends mais pour moi c'est hyper important qu'on voit tes seins pour telle ou telle raison et qu'on voit ton visage en même temps. Du coup est-ce que c'est possible que ce soit toi et tes seins? Et là dire franchement non, franchement oui. Je trouve que la contrainte est libératrice globalement. Donc à partir du moment où on met des contraintes qui sont saines et qui sont valorisantes, ça peut que libérer. Regardez Normal People. Normal People, c'est les premiers à avoir utilisé une coordinatrice d'intimité. C'est la plus belle scène de cul que j'ai jamais vue de ma vie. C'est la plus belle entente entre deux corps, entre deux comédiens que j'ai jamais vue de ma vie. Et tout ça parce qu'il y avait un cadre clair, net et précis. Et qu'ils ont pu faire absolument ce qu'ils voulaient dans ce cadre-là. Et que, ouais, si je sais que l'acteur ou l'actrice avec qui je joue va pas me mettre, je sais pas, une main aux fesses alors que c'est pas prévu, et que je sais que cette personne-là veut ça, 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 ça et ça, bah, ça va me permettre de jouer, c'est génial. Voilà, donc pour elle, il n'y a pas photo, c'est vraiment génial. Bon, j'imagine que vous partagez à 100% les propos de cette comédienne. Alors, pas à 100%. Je ne suis pas psy et je ne suis pas leur psy. Donc, en effet, il va y avoir une grande communication, on va beaucoup parler, comme elle disait, hein, de ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, etc. Mais par contre, quand ça devient trop personnel, moi, je ne me mets pas dans la position du thérapeute. D'abord parce que souvent, on n'a pas le temps, et puis parce que ce n'est pas ma place. Donc, j'écoute, en effet, où vont être leurs limites, et je vais essayer de travailler avec ça, avec leurs limites. Mais je ne suis pas leur psy. Mais vous l'avez déjà rencontrée, vous avez travaillé avec elle, hein, avec Loula. Comment ça s'est passé exactement avec elle? Alors, on n'a pas travaillé ensemble, mais on s'est rencontrés, en effet. Et super. Super, super. Loula est géniale. Et comme elle disait, quand c'est cadré, on peut aller loin, on se lâche, en fait. Oui, on a l'impression que ça la libère, en fait, hein, votre présence. présence. Bien sûr, et c'est ce que j'essaye de faire comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à l'intérieur d'un cadre, quand on sait que c'est cadré, bah, les comédiens, ils osent beaucoup plus, ils osent se lâcher, ils se sentent en sécurité. On va accueillir maintenant une deuxième invitée qui va comprendre
compléter cette discussion et on va voir quels sont les changements apportés par ces directives sur la façon de filmer les corps, tout simplement. Avec Bérénice Hamidi, professeure et chercheuse en esthétique et politique des arts vivants à l'Université de Lyon 2, on va évidemment tout savoir sur cette nouvelle façon de filmer. On l'accueille. Bienvenue à vous. Bienvenue Bérénice. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi porte votre travail de recherche, par exemple? Que faites-vous exactement? Moi, je travaille sur les pouvoirs politiques des représentations culturelles, donc le théâtre, le cinéma, les séries télé. Et comme on sait, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et de fait, les œuvres, elles peuvent soit perpétuer les rapports de domination, par exemple la culture du viol, ou elles peuvent au contraire proposer de nouvelles représentations plus libératrices. Est-ce qu'on a déjà remarqué des changements dans la façon de filmer, dans la mise en scène, depuis l'émergence de ces nouveaux métiers? Alors, il est encore un peu tôt, puisque c'est des fonctions qui apparaissent, en tout cas en France, vraiment très récemment. Donc, on ne voit pas encore les effets dans les représentations cinématographiques. Je pense par contre que l'annonce même de leur arrivée change un peu le climat et à la fois nourrit des espoirs et des inquiétudes aussi dans le milieu. Est-ce que le mouvement MeToo a déjà eu un impact, j'imagine, dans la façon dont les réalisateurs perçoivent la mise en scène, leurs approches ont évolué? Je pense que c'est à la fois le mouvement MeToo, mais à vrai dire surtout les convictions personnelles de chacun et chacune des réalisateurs et réalisatrices. Donc on voit qu'il y a quand même encore aujourd'hui des films comme L'amour ouf, au hasard, qui témoigne de représentations qui datent quand même d'un temps un peu ancien et qu'on a déjà beaucoup vu, avec l'idéalisation de formes d'amour toxique. Voilà, donc ces schémas relationnels, parce qu'il y a la question des scripts sexuels, puis il y a aussi la question des schémas relationnels qui sont idéalisés et montrés comme beaux et comme correspondant au grand amour. Ça, on n'a pas complètement fait un reboot. La fantasmagorie, bien sûr, liée à tout ça, mais enfin, c'est quand même assez humain, mais il faut que ça soit canalisé. Rachel, réaction après ces premières réponses de Bérénice? Oui, en effet, je pense qu'on ne peut pas encore voir les effets du changement. Et surtout, la grande question que je me pose régulièrement quand je travaille, c'est quel est vraiment notre pouvoir? Est-ce qu'on a vraiment le pouvoir de changer les représentations en tant que coordinateur, coordinatrice d'intimité? Moi, je sais que j'arrive avec beaucoup de propositions, justement pour essayer de changer, mais ce n'est pas moi qui ai la décision finale. Donc, quand on va voir un film à la fin, ce n'est pas mon travail qu'on voit, c'est les choix du réalisateur ou de la réalisatrice. Donc, il y a quand même une limite dans le pouvoir qu'on a de changer les représentations. Les étudiants et les étudiantes qui ont travaillé sur cette émission ont fait des recherches et notamment ils ont redécouvert un dernier tango à Paris de Bertolucci où Maria Schneider aurait été victime d'une agression sexuelle, c'est dans l'histoire. Et les réalisateurs avaient envie que la scène soit les plus réalistes possible, évidemment. Et donc, il y a eu des dérives. Est-ce que, d'après vous, la mise en place des figures protectrices s'inscrit dans la lutte contre une domination plus large du patriarcat, d'une manière générale, par exemple? Oui, moi je voudrais revenir sur cette idée que ça serait une scène plus réaliste. Alors là, en l'occurrence, il s'agissait de prendre par surprise une actrice dans une situation à laquelle elle n'avait pas consenti, et même s'il s'agissait d'une situation représentée et pas, il n'y a pas eu de pénétration. Donc c'est pas exactement le sujet de l'agression sexuelle liée à une pénétration, mais c'est aussi le sujet de ne pas respecter le consentement. Et puis c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qui est en jeu dans cette affaire-là, mais comme dans plein d'autres, c'est le présupposé que précisément, il ne faut pas que les actrices jouent. Les acteurs, on va leur demander de jouer, mais les actrices, elles doivent vivre réellement la situation. Et dans l'enquête parlementaire dont vous avez parlé, il y a eu énormément de témoignages d'actrices qui font énormément état de cette situation-là. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de jouer, on ne leur demande pas d'être des professionnels, on leur demande de vivre réellement une situation qu'on va filmer, en ne respectant pas leur consentement. C'est ça le sujet, en fait. Une espèce de télé-réalité avant l'heure, un petit peu. Rachel, quel est votre avis sur tout ce que nous venons de dire? Tout à fait d'accord. C'est pas parce qu'ils sont pris par surprise qu'ils sont meilleurs. Déjà, ça veut dire qu'on voit l'actrice et on ne voit plus le personnage.
Ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans le professionnalisme de son actrice. Et puis surtout, donc la première question aussi que vous avez évoquée, c'est est-ce que justement notre figure, si elle avait été là à ce moment-là, ça aurait changé les choses? Bien sûr, parce qu'on est justement là pour cadrer les tournages. Donc ça ne serait jamais arrivé s'il y avait des coordinatrices et coordinateurs d'intimité à cette époque-là. Et la limite, par contre, c'est qu'on n'intervient que sur le tournage. Tout ce qui se passe par contre en dehors, donc tout ce qui va être VHSS en dehors du tournage, là, moi je ne peux plus intervenir. Bien sûr, oui, c'est de l'ordre du privé. Alors, on a vu que tout cela n'avait pas d'impact sur la créativité, au contraire, puisque les acteurs et les actrices se sentent un petit peu libérés. En revanche, est-ce que ça fait perdre un peu de réalisme? C'est le sujet qui nous rassemble. Alors, loin de là. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une croyance un peu étonnante. Par exemple, en matière de cascade, qui est un autre type de scène très technique, parce qu'en réalité, on ne le dit pas, mais les scènes de sexe, c'est très technique aussi, parce que précisément, on a envie d'atteindre un résultat qui soit à la fois convaincant et qui ne soit pas brouillon, très désorganisé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en général dans ces situations-là, quand il ne s'agit pas de sexe, et qu'on n'a pas donc toutes ces croyances un peu surprenantes, et on va chorégraphier au contraire très précisément les scènes de cascade. Ça ne viendrait jamais à l'idée de personne de dire bon on y va et puis après allez advienne que pourra. On ne va pas donner ça comme consigne aux acteurs et aux actrices ni à leurs doubleurs. Donc c'est la même chose pour les scènes de sexe. Donc là aussi, moi ce que je trouve assez fascinant, c'est tout cet univers de croyances qui sont en fait totalement absurdes. C'est des fausses excuses en quelque sorte. Non, je pense que ce n'est pas des fausses excuses, je pense que ça correspond vraiment à tout cet imaginaire inconscient, mais totalement impensé et non travaillé, mais qui n'est pas seulement celui des acteurs et des réalisateurs, etc., qui est vraiment celui de l'ensemble de la population. Et c'est ça, en fait, le cœur du sujet. Et c'est là où, moi, je crois aussi que, à l'inverse, les représentations, le fait qu'elles changent, ça pourra nourrir de nouveaux imaginaires, parce qu'on a tous et toutes enracinés dans nos consciences et dans nos inconscients surtout, des tas de croyances qui sont totalement vétustes, j'allais dire, d'un ancien temps, et en plus qui, là aussi, une autre croyance, c'est que ça va rétrécir les imaginaires, etc. Je pense qu'il y a des scénarios qu'on a bien balisés depuis des siècles. On peut peut-être, au contraire, ouvrir de nouveaux horizons d'imaginaire. C'est la porte ouverte à une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de concevoir l'art, la créativité. Donc c'est plutôt jusqu'à présent une très très bonne nouvelle en tout cas, si j'ai bien compris l'ensemble de vos propos. Allez, on va demander son avis à une troisième invitée qui est Cécile Regnault, qui est une future référente harcèlement et violence et harcèlement sexiste et sexuel. VHSS, c'est l'acronyme, on en sait plus tout de suite. Cécile Regnault, bienvenue Cécile. Alors Cécile, même question qu'à mes deux premières invitées. En quoi consiste ce nouveau rôle de référent VHSS? Alors ce nouveau rôle permet de gérer les situations conflictuelles sur des plateaux, aussi de prévenir, comme la coordinatrice d'intimité. Et ça, c'est venu, comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau, grâce au mouvement MeToo et Balance ton port. Ensuite, si je peux faire des analyses de date, en 2000, Audience, qui est un organisme au niveau des intermittents, a permis de mettre en place une cellule en 2020. En 2021, les premiers référents sont arrivés sur les tournages. On était un peu formés par téléphone, par des directeurs de production pendant 2 heures, etc. Ensuite, le CNC a mis en place des choses qui permettaient d'avoir l'éligibilité pour les subventions. Le grand changement a été en 2024, mai 2024 au niveau de Cannes, et en septembre aussi, pour surtout le travail des enfants. Et en 2025, depuis le 1er janvier 2025, il est obligatoire d'avoir en fait une formation VHSS, donc c'est 2 modules qui sont obligatoires sur les plateaux. Alors pour que tout soit très clair, il y a donc la coordinatrice qui a un regard particulier sur la mise en scène, sur le rôle des acteurs et sur l'artistique. Et puis il y a une espèce de délégué du personnel, ou un délégué du personnel dans l'équipe technique, référente VHSS. C'est bien ça, hein? Ça. Donc comment ça marche? On vient vous voir quand on a un problème, on est acteur, on s'adresse à vous. Dans les faits, qu'est-ce que ça change sur les tournages? Alors déjà, comment nous on se positionne? Donc tout le monde n'est pas obligé de l'être. Moi, je l'ai été, parce qu'au départ, il n'y avait personne qui voulait l'être, on va dire, et je suis en production.
en coordinatrice de production, donc c'est peut-être plus simple pour que les gens viennent à moi, au niveau des bureaux, on va dire. Ensuite, comment on se positionne? Pour le moment, on est sur la fiche, la feuille de service, et quelqu'un, s'il y a un problème, vient. Et votre présence est obligatoire dans les équipes de tournage? Obligatoire sur l'équipe de plateau, on va dire. C'est-à-dire en prépa, évidemment, en production, moi je suis là, donc je suis disponible, et aussi sur le plateau, c'est-à-dire pendant le tournage. Pardon. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir référente? Alors, c'est pas pour tous les tournages que j'accepte, déjà. Ouais. Ça dépend des tournages. Quel type de tournage vous acceptez? Ceux avec les enfants, surtout. D'accord. Voilà, parce que c'est plus ce thème, moi, qui m'intéresse. D'accord. C'est-à-dire les enfants dans un milieu d'adultes, on va dire. Ensuite, oui, sûrement des questions personnelles, d'histoire. Voilà. Est-ce qu'on constate une diminution actuellement des agressions, des abus depuis la mise en place du référent? C'est assez récent. Hein? Oui, c'est assez récent, et puis c'est pas, pour le moment, on ne peut pas vraiment le quantifier. Ouais. On peut pas. Il faudra avoir, je pense, dans 5 ans peut-être du recul, de refaire des analyses comme on a fait avec les associations, avec la phare, etc., pour demander aux gens si il se passe encore des troubles, surtout sexistes. Est-ce qu'il existe des formations? Il y a des formations, donc une que moi je vais finir, j'en ai déjà fait plusieurs, mais qui n'étaient pas certifiées. Celle-ci, elle va être certifiée, donc avec les ateliers Marcel, qui sont pris en charge par l'AFDAS à 100%. Voilà. Sinon, il y a la CST, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Donc on a le sentiment que les mentalités sont en train de changer à toute vitesse. Est-ce que je me fais des idées, ou est-ce que vous le constatez à la fois vous sur le terrain et vous dans vos études? Je pense qu'il y a des changements qui sont en cours, et moi ce que je trouve très réjouissant, parce que je fais aussi de la formation, et moi je sens qu'il y a quand même depuis 4-5 ans en gros un ventre mou, ce qui était avant une sorte de ventre mou qui disait qu'il n'était ni pour ni contre, mais en fait qui du coup, comme ils ne savaient pas voir et parfois aussi ne voulaient pas voir, voilà, ils étaient quand même plutôt du côté du laisser-faire des agressions, et ça il y a vraiment une prise de conscience qui est indiscutable, qui est sincère. Alors elle peut être parfois tardive, mais en tout cas elle est sincère. Et par contre, alors dans le milieu du cinéma, dans le milieu du spectacle vivant, dans les milieux culturels, je trouve qu'il y a vraiment des changements positifs qui sont en cours, même si encore une fois on ne peut pas les objectiver en termes de résultats. Il n'y a pas eu encore beaucoup d'enquêtes de victimation, ça s'appelle comme ça. Et c'est d'ailleurs une des recommandations du rapport là, qui vient de sortir, de faire ces enquêtes de victimation. Donc ça, on verra dans le temps long. Après, par contre, malheureusement, on est dans un contexte politique à l'échelle nationale et internationale où les idées sexistes, voire misogynes, parce qu'en fait, il faut aussi appeler un chat, elles ont quand même vraiment le vent en poupe, et elles ont bien repris du poil de la bête. Donc voilà, moi je trouve plutôt dans un contexte où c'est pas qu'on n'en parle plus, on en parle, on commence à peu près à savoir comment bien en parler ou pas trop mal, mais par contre, ça devient plus clair qu'en fait, c'est un choix. Et qu'en fait, il n'y a pas être neutre, être sexiste ou être féministe. Il y a soit on est féministe parce qu'en fait, c'est juste être pour l'égalité, en fait, soit on est sexiste, voire misogyne. Rachel, de votre côté, vous avez la même vision ? Oui, sûrement. Mais oui, je pense aussi, bien sûr, que c'est un choix. On ne peut pas rester au milieu. Mais en même temps, le choix, il est où pour nous? Est-ce que c'est de nous engager? Est-ce que vraiment, on est crédible sur un tournage? C'est ça la question. Est-ce que vraiment il y a besoin de nous ou pas? J'ai envie de dire, essayez-nous. Et puis après, vous allez voir que oui. Alors, on a beaucoup parlé des comédiens, je voudrais parler maintenant des auteurs. Est-ce que ça va finalement corseter les auteurs ou les isoler, les cornériser, ces auteurs qui se laissent aller à de la fantasmagorie? On a 1 minute pour répondre à cette question, pour terminer. Un mot chacune. Allez, Bérénice, Cécile et Rachel. À votre avis, les auteurs? Ah non, moi je pense au contraire que ça va libérer leur créativité, et ça va surtout leur permettre d'arrêter avec une dernière croyance dont je voudrais parler, qui est vraiment cette idée qu'il faut souffrir et faire souffrir pour créer. On peut créer dans la joie, et on crée d'autant mieux. Cécile? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a toujours mis les auteurs sur un piédestal, et je pense qu'aujourd'hui, ça ne redescend pas du piédestal, parce qu'on les estime toujours, mais eux aussi vont peut-être comprendre que la création ne passe pas forcément sur la violence et sur le fait qu'on doit souffrir sur un tournage.
Rachel, déjà- ce sera le dernier mot pour conclure cette émission. Pour les auteurs, j'ai envie de dire aux scénaristes, essayez maintenant de les écrire, les scènes, parce qu'elles sont rarement écrites en vrai, les scènes de sexe. Donc essayez de les écrire dans la bienveillance vis-à-vis des comédiens qui vont devoir jouer ça. Eh bien, merci infiniment à toutes les trois d'avoir répondu à toutes ces questions passionnantes. En tant que seul homme sur le plateau, je me sentais un peu isolé, mais vous imaginez que je partage complètement cet avis. Il est temps que les choses changent, et ça fait très longtemps que ça existe, donc maintenant je crois que l'époque est venue. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve tout à l'heure à partir de 15 h pour le prochain direct. Merci beaucoup.